Le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes, vous présente le Tout Éco. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé-Nantes en partenariat avec Audencia, où nous avons installé nos caméras comme d'habitude. Merci à l'école de management de Nantes de nous accueillir dans ses locaux. Chaque mois, dans cette émission, nous explorons les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Pour commencer cette émission, je vous propose cette image et cette parole. Ce sont celles d'un président de la République au pied d'un glacier en Islande. C'était le 16 octobre dernier. La fonte d'un glacier, c'est en quelques années que ça s'opère. Puisque ici, le glacier recule de 50 mètres par an. Donc je suis très pessimiste si on ne fait rien. Et en même temps, je suis davantage confiant sur les chances de l'accord à Paris, en raison justement de cette mobilisation, de cette révélation qui a été faite ces derniers mois au monde, qu'il pouvait voir sa pérennité être mise en cause si rien n'était fait. Donc il y a une prise de conscience. Donc tout l'enjeu de Paris, c'est d'avoir l'accord avec les engagements les plus élevés possibles. Obtenir un accord à Paris, Paris qui accueille dans moins d'un mois la conférence internationale sur le climat, la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies. C'est comme ça qu'on dit, c'est la fameuse COP21 pour simplifier. 195 pays sont conviés. Alors on l'a entendu, François Hollande se veut confiant, il l'a dit en Islande, il l'a redit en ce début novembre en Chine. L'objectif est connu, trouver un consensus pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique au XXIe siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Cela veut dire limiter l'impact de l'homme sur l'environnement, s'engager à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique. Les scientifiques nous alertent depuis quelque temps sur un réchauffement non maîtrisé et ses conséquences catastrophiques. L'ONU prévoit d'ores et déjà 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde en 2050. En France, la carte des températures moyennes annuelles risque de tourner franchement à l'orange, voire au rouge dans le sud-est. Poitiers pourrait se retrouver en 2050 avec le climat de Carcassonne et Rennes avec celui de La Rochelle. Cela reste des hypothèses tout de même, mais quelle que soit l'ampleur du phénomène du réchauffement climatique, il faut s'attendre à des conséquences sur nos modes de vie, nos paysages, nos activités. Des citoyens s'y préparent, le monde économique aussi. L'an passé, l'Association des entreprises pour l'environnement, qui regroupe une quarantaine de grands groupes français, publiait ce guide, on va le voir dans quelques instants, ce guide de conseils pour conduire l'adaptation au changement climatique. On va se poser la question dans cette émission, qu'en est-il dans notre région ? Le diagnostic de ce réchauffement climatique est-il partagé ? Y a-t-il prise de conscience ? Nos entreprises se préparent-elles déjà aux conséquences du réchauffement dans leur stratégie ? Le climat peut-il être une opportunité de croissance ? Question à nos invités dans ce Tout Éco spécial COP21. Mais avant de les entendre, ces invités, retour sur quelques actus économiques du mois en Loire-Atlantique. 170 millions d'euros, c'est le prix de la modernisation d'ici 2020 pour le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Parmi les projets principaux, un parc éco-industriel sur le site du Carnet, un site sensible dont il faudra obtenir les autorisations d'aménagement avant l'été 2016. Le projet du Carnet est destiné à accueillir des industries autour des énergies marines renouvelables et disposera d'installations légères pour permettre d'installer des colis lourds ou de manutentionner de temps en temps un certain nombre de marchandises. Autre chantier, 350 mètres de quai supplémentaires à Montoire de Bretagne, la mise en œuvre d'une plateforme logistique pour l'éolien à Saint-Nazaire et à Nantes, c'est le port à bois de Cheviré qui sera repensé. Nouvelle réorganisation chez Waterman à Saint-Herblain. Début 2016, le service consommateur sera délocalisé en Pologne, mais pas d'impact sur l'emploi selon la direction du groupe américain. Les 8 personnes concernées devraient retrouver un poste sur site. Les syndicats, eux, restent dubitatifs. La dernière usine de production pour les stylos moyenne et haut de gamme de la marque compte 400 salariés. Un nouvel outil dédié à l'innovation à Bouguenais, son nom, le Technocampus Océan.
Sous le même toit sont réunis des entreprises et des chercheurs. Leur objectif commun, inventer l'industrie du futur dans la construction navale et les énergies marines renouvelables. Cet outil va constituer un cadre qu'on peut vraiment qualifier d'idéal pour l'innovation. L'innovation, c'est d'avoir des idées et ensuite les moyens pour les transformer en quelque chose qui est industriellement utilisable et exploitable. Pour lancer et construire ce technocampus, les collectivités et l'Europe ont mis 40 millions d'euros sur la table. On termine avec un bon chiffre, moins 2,3%. C'est la baisse du nombre de demandeurs d'emploi en Loire-Atlantique en septembre, la baisse la plus significative depuis un an. En Pays de la Loire, la décrue est forte également, moins 2%. Retour sur le plateau de Tout Éco, de Télénantes, le magazine économique de Télénantes en partenariat avec Audencia. Entreprise et changement climatique, c'est le thème de notre émission. Pour en parler, je reçois dans cette première partie Frédéric Joumier. Vous êtes la directrice des affaires publiques chez RTE Ouest. RTE pour Réseau de transport d'électricité, c'est bien cela. L'Ouest, ça veut dire combien de départements ? Alors, c'est 19 départements, 4 régions administratives aujourd'hui, Centre, Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Bretagne et Pays de la Loire. Donc la réforme des collectivités avant l'heure. Lionel Salver est avec nous également. Vous êtes chargé de communication chez Météo France pour la région Ouest, c'est bien ça. Combien de départements région Ouest ? Alors, nous, c'est un tout petit peu plus petit, c'est 12 départements, Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Avec un petit accent du Sud également. Du Sud de Loire, oui. Yves Gillet est avec nous également, président du groupe Keran, spécialiste de l'aménagement du territoire et fondateur de ce groupe. Votre siège est à Nantes, mais vous comptez 14 agences en France, 8 implantations à l'international. Vous accompagnez notamment les acteurs locaux dans leurs projets de transformation de la ville ou du littoral. On aura l'occasion d'y revenir. Également avec nous, Romaric Perrochot, directeur du Jardin des Plantes, que l'on connaît bien sur Télénantes, puisque vous avez une chronique régulière sur notre chaîne. Vous allez suivre nos débats et vous aurez l'occasion de nous apporter votre regard, un autre regard sur notre thématique. Ça sera en toute fin d'émission. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors je commence avec vous, Lionel Salver. Météo France accumule des tas de données, des milliers de données et fait des prévisions à long terme sur le climat. Le constat qui est fait aujourd'hui sur ces prévisions un petit peu alarmistes, c'est le constat aussi que vous faites, vous ici en local, sur la région ? Ah, tout à fait. En fait, la région n'est pas épargnée, que ce soit dans les constats, les observations depuis le passé, depuis l'ère pré-industrielle, jusqu'à aujourd'hui, on fait le même constat que dans le monde. Et ensuite, pour le futur, les projections climatiques donnent les mêmes infos, enfin les mêmes diagnostics, les mêmes prévisions, projections que pour l'ensemble du globe. Après, il y a des différences de région à région, mais sinon, le constat est le même. On peut peut-être s'appuyer sur quelques éléments, des cartes que vous m'avez transmises. On voit effectivement la région nantaise. Ça, c'est le scénario, le meilleur scénario. On a une évolution de la température moyenne à l'horizon 2071-2100. Et là, on est sur le meilleur scénario, c'est-à-dire celui où, en fait, on arrive à contrôler les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030 à peu près, le pic, le maximum. Ça décroît après et on arrive sur la région à 1 degré de plus, 1 degré de plus par rapport à la période 71 de 2000. Ça, c'est le meilleur scénario, mais il y a aussi le scénario du pire. Et là, c'est moins drôle. C'est 3,5 de plus, 3,5 degrés de plus. Ah oui, donc là, c'est que du rouge. Que du rouge. Donc c'est 3,5, 4 degrés dans la région de plus à l'horizon à la fin du siècle, c'est-à-dire pour nos enfants, nos petits-enfants, quoi. Et avec quelles conséquences c'est-à-dire quoi ? Plus de périodes de sécheresse, plus de... Essentiel. Alors, grosso modo, c'est ça. C'est plus de chaleur l'été, des périodes estivales avec des jours à plus de 25 degrés, beaucoup plus fréquents, beaucoup plus nombreux. Grosso modo, ce qui marque les esprits, c'est la canicule de 2003. Ouais, on s'en souvient, effectivement. Et à la fin du siècle, ça sera un été quelconque. Donc effectivement, il faut un petit peu s'y préparer. D'autres conséquences climatiques, je ne sais pas, plus d'inondations, moins de gel l'hiver, par exemple. Donc ça peut intéresser effectivement tout ce qui est plantes, puisque du coup il y a problème de maladie. Mais moins de gel, plus de sécheresse, donc éventuellement aussi des problèmes avec les forêts, avec l'agriculture. Voilà. Ouais. Alors, on a vu un certain nombre d'éléments là, mais ça, c'est des chiffres que vous collectez depuis de nombreuses années, notamment sur les précipitations. Et
et sur la température, vous montrez que dès aujourd'hui, il y a des choses qui montrent qu'on va vers cette tendance-là du réchauffement. Ah oui, peut-être sur la température, par exemple. Voilà, sur la température. Enfin, nous, là, on a montré tout à l'heure vite fait là, des chiffres depuis le milieu du XXe siècle, où on gagne à peu près 1 degré sur Nantes. On peut peut-être les revoir, ouais. cette infographie là, sur la température moyenne depuis 1946 jusqu'à nos jours, quasiment. Hein. Donc là, et on s'aperçoit effectivement que les pics en rouge, là, c'est... Les dernières années, depuis le début du XXIe siècle, toutes les années, grosso modo, sont supérieures à la moyenne. 2014, au niveau mondial, était une année record. Pour 2015, on va à nouveau vers une année record, donc plus chaude encore que 2014. Tous les indicateurs sont au rouge, ouais. Vraiment. Ouais. On ne peut pas contester le réchauffement, quoi. Ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, c'est un diagnostic plutôt partagé, malgré tout. Partagé. Ici ou là, quelques contestations, c'est partagé par la plupart des acteurs. Et sur le rôle de l'être humain à l'origine de ce réchauffement. Ça veut dire quoi? On a parlé un petit peu brièvement des conséquences, mais demain, c'est un peu ce qu'on entend. Parfois, on pourra faire du vin en Bretagne. Alors le vin, c'est pas que le soleil, c'est aussi le sol. Ouais. Mais c'est effectivement, dans le meilleur des cas, c'est un climat pour Nantes qui se rapproche de celui de Bordeaux, donc effectivement encore du vin. Et dans le pire des cas, c'est un climat proche de celui de Toulon. Donc là aussi encore du vin, pourquoi pas. Mais c'est effectivement une adaptation de l'agriculture à prévoir. Et toutes ces données que vous collectez, cette projection que vous faites, est-ce que vous en parlez autour de vous? Est-ce que vous les mettez à disposition alors des citoyens, mais on est dans une émission économique, des entreprises? Là, on a 2 entreprises sur le plateau, RTE et le groupe Kéran. Est-ce que vous êtes au courant de toutes ces données fournies par Météo France? Allez-y, monsieur. RTE, c'est vraiment l'exemple type d'une entreprise qui fait appel à Météo France au quotidien, sur des projections pour la saison à venir, et puis ensuite pour des projections climatiques à encore plus long terme. Pour le BTP, Alors chez Kéran, nous faisons également beaucoup appel aux données de Météo France. Nous avons plusieurs filiales, dont une filiale océanographique qui est Créocéan. Donc lorsque nous voulons faire des simulations hydrodynamiques, évidemment, et des projections temporelles sur la protection ou concernant la protection des littoraux, on a besoin de ce type de données. Nous faisons et nous développons également des plans de prévision des risques contre l'inondation ou plans de prévision de risques pour le littoral. Nous avons aussi besoin de ce type de données, bien sûr. Mais des données à si long terme aussi, là, parce que là, les projections, c'était... Alors, les projections, il y a... 2071 à 2100. Oui, mais on a aussi des projections pour 2020, 2050, qui c'est vraiment demain, quoi. Chez RTE aussi, c'est important toutes ces données, même à long terme. Oui, même disons, ce qu'on appelle le long terme, ça va plutôt être à horizon 15 ans. Mais le rôle de RTE qui nous est conféré par la loi, c'est de garantir la sûreté d'alimentation du système électrique. Comme aujourd'hui, on n'a pas de stockage de grande quantité de l'électricité, cet équilibre entre l'offre et la demande, il doit être fait en temps réel. Et pour être efficace sur le temps réel, bizarrement, il faut faire des prévisions à court, moyen, long terme. Et donc, on fait appel aux prévisions de Météo France, puisque, que ce soit pour la consommation ou que ce soit pour la production, l'élément météo est un élément majeur qui fait varier les consommations et bien sûr la production, dans la mesure où de plus en plus, on espère, de production sera à base d'énergie renouvelable et donc les éléments soleil, vent. Pour ce qui concerne la consommation, je peux vous donner peut-être 2 éléments qui pour nous sont quand même assez significatifs des évolutions du changement climatique. D'une part, sur les pointes de consommation. On avait l'habitude de voir des pointes de consommation en hiver, par exemple le soir, à partir de 17h quand tout le monde rentre chez soi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus des pointes de consommation l'été, notamment à 13h. Par ailleurs, pourquoi à 13h Parce que notamment, il fait plus chaud, c'est la période de la journée où il fait probablement le plus chaud et il y a des consommations notamment de climatisation. Etc. Voilà. Absolument. Sur les pointes de consommation d'hiver, pour vous expliquer à quel point le système électrique va devoir s'adapter et gagner en souplesse par rapport à ces problèmes de changement climatique, il faut savoir qu'aujourd'hui, et je parle sous contrôle de monsieur de Météo France, dans nos prévisions, on sait qu'un hiver pourra être extrêmement rigoureux
et 9 hivers suivants seront extrêmement doux. Il faut voir, par exemple, qu'à l'hiver 2012, on a eu une pointe globale en France de consommation en février qui était de 100 000 mégawatts. L'hiver suivant et les hivers depuis jusqu'à présent, on a eu des différences de 20 000 mégawatts entre les pointes d'hiver 2012 qui étaient très fortes et les suivantes. Et 20 000 mégawatts, c'est l'équivalent de 20 tranches nucléaires. Aujourd'hui, on a l'équivalent en France de 58 tranches nucléaires. C'est un tiers du parc installé nucléaire qui varie entre un hiver très rigoureux et un hiver très doux. Donc, vous devez adapter vos installations, etc., à ces changements effectivement de consommation. Vous adaptez aussi aux changements climatiques qui sont annoncés. On a parlé tout à l'heure de sécheresse, peut-être une multiplication aussi de phénomènes climatiques extraordinaires comme les tempêtes. Est-ce que vous vous préparez à cela aussi au sein d'RTE ? Alors bien sûr, nos infrastructures, donc le réseau de transport, c'est le réseau haute et très haute tension, donc c'est à la fois des postes et des lignes électriques qui sont aériennes et souterraines. Et il est vrai que depuis 1999, vous vous souvenez, pour ceux qui ont cette mémoire, les tempêtes Lothar et Martin ont été particulièrement intenses d'un point de vue des vents. Et pour nous qui avons, en termes de services publics et en termes de continuité d'alimentation, une culture très forte de ces questions-là, ces deux tempêtes ont été très particulières. 3,5 millions de foyers ont été privés d'électricité au moment des fêtes de fin d'année. 1000 pylônes ont été détruits. 1000 pylônes haute et très haute tension ont été détruits à cette époque-là. Donc ça a été un élément déclencheur. Ça a été un élément. Voilà. Il faut qu'on sécurise nos installations parce que ça risque de se reproduire plus souvent. En tout cas, ce phénomène-là a été particulièrement violent. Et du coup, on a effectivement mis en œuvre dès septembre 2000 un plan de sécurisation mécanique de nos liaisons aériennes et était très présent sur les plans de prévention inondation, mais aussi sur les moyens humains mis en œuvre pour gérer les situations d'urgence et prioritaires en termes de climat. Alors, en fait, sur les tempêtes, on n'a pas d'évolution notable sur le nombre de tempêtes, sur le nombre et la violence. Enfin, elle risque d'être plus violente, mais la probabilité est quand même, on n'est pas sûr de la projection. Quant au nombre, il n'y a pas d'évolution marquée dans l'attitude. Et même dans les projections à plus long terme. Dans les projections, il n'y a pas de signal clair défini sur l'évolution des tempêtes. En même temps, elles marquent les esprits et souvent on fait le lien, alors peut-être à tort effectivement, comme vous le dites, entre ces tempêtes et puis le réchauffement climatique. Plus récemment, on a parlé de la tempête de 99, mais plus récemment, c'est celle de 2010, la tempête Xynthia qui a durement et dramatiquement touché notre littoral en Vendée et en Loire-Atlantique. 35 morts en Vendée, 2 sur le département de la Loire-Atlantique. Vous, Yves Gillet, vous avez travaillé avec votre groupe sur l'après-Xynthia auprès des collectivités vendéennes, justement, touchées par ce drame, pour réfléchir un petit peu à la manière de concevoir un littoral aussi plus sûr, mais aussi où le développement économique peut continuer. Tout à fait. Donc, sur proposition de la région des Pays de la Loire, qui a mobilisé ensuite les 3 communes concernées, donc la Faute-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer et l'Aiguillon. Donc, nous avons conduit un projet pour le sud Vendée, projet de territoire. L'idée, effectivement, s'appuie sur un petit peu 3 grandes thématiques, à la fois la protection. Donc de recréer une digue qui permette de protéger les espaces rétro-littoraux, mais surtout de développer une nouvelle orientation pour ce territoire du Sud-Vendée, donc qui s'était orienté beaucoup sur les résidences secondaires, sur le camping, et dans des zones, comme on le sait, qui n'étaient pas adaptées. Donc là, ça a été une valorisation beaucoup plus forte des qualités naturelles des sites, notamment développer un tourisme éco-nature, donc avec les équipements qui vont avec, et puis reconsidérer... Est-ce que dans cet accompagnement que vous faites auprès des collectivités, est-ce que la dimension, même si effectivement vous l'avez dit, Lionel Salvéart, que ce n'était pas forcément lié au réchauffement, mais malgré tout ça reste des événements exceptionnels, extrêmes, et la dimension climatique tout d'un coup devient un enjeu aussi pour le développement économique, et il faut faire face à ce type d'événements exceptionnels. Est-ce que les collectivités que vous accompagnez ont
ont pris conscience et tout d'un coup avaient une oreille plus attentive à Oui, cela. non, bien sûr, le drame a été tellement violent et fort sur ce territoire que face à ce genre de situation, il y a une mobilisation extrêmement forte, alors que ces 3 collectivités avaient beaucoup de difficultés à coopérer justement pour trouver une solidarité dans le développement de ce territoire. On a pu mettre tout le monde autour de la table, que ce soit les élus, mais également les acteurs privés, la population. Donc on a organisé plusieurs workshops pour que ce projet, et d'ailleurs c'est un petit peu le sens aujourd'hui des développements de nos projets, qu'ils soient co-construits avec les différentes parties prenantes pour qu'après ils soient appropriables et surtout traduits de manière opérationnelle. Donc il y a une forte mobilisation locale. Et je pense que oui, la prise de conscience est là. Et aujourd'hui, on passe à des éléments opérationnels, à la fois avec la construction donc, d'un site d'appropriation de ces risques littoraux qui s'appelle Littoralis, avec des découvertes nature, avec des randonnées, avec la mise en place d'un parc, avec d'autres formes de développement économique. Donc oui, la prise de conscience est réelle. Et cet accompagnement-là, vous le faites aussi auprès des acteurs que vous accompagnez dans les pays du Sud, puisque vous êtes présent, je l'ai dit tout à l'heure, à l'international, dans un certain nombre de pays émergents. Ça se passe de la même manière? Est-ce que l'élément climatique, là aussi, est pris en compte de la même manière dans les pays du Sud? Malheureusement, ça ne se passe pas de la même manière. Si on le prend au niveau... Alors, on a pu avoir des interventions, par exemple, aux Maldives, dans le cadre de l'élévation du niveau de la mer, donc, qui est pressentie, de voir quel serait l'impact, par exemple, sur les coraux, puisque les coraux sont très sensibles à l'ensoleillement. Et évidemment, s'il y a une montée du niveau de l'eau, ils vont avoir des difficultés à conserver leur qualité. Donc, on a conduit ce type d'études. Par contre, on intervient aussi beaucoup sur les villes, et malheureusement, j'irai dans les pays du Sud, où on sait que notamment les villes africaines vont voir leur population multipliée par 2 ou 3 d'ici 2050. On reste sur des approches qui sont plus de nature planificatrice, je dirais, que de nature de réflexion stratégique, comme on le conduit en France notamment. Mais je pourrais développer. L'élément climatique n'est pas une priorité, ou en tout cas il vient en second? Alors aujourd'hui, des et vous le savez, dans le cadre de la COP, économiques ou financières, dans le cadre de la COP 21, vous le savez, donc les différents pays essaient de se mobiliser pour pouvoir consacrer de l'ordre de 100 milliards d'euros à horizon 2020, alors qu'aujourd'hui on est à peu près à la moitié en direction des pays du Sud. Donc il y a une vraie démarche, je dirais, du Nord vers le Sud pour faire évoluer. Il y a une prise de conscience aussi des pays du Sud. Maintenant, on ne le voit pas forcément traduit de manière opérationnelle lorsqu'on est en train de développer un projet de territoire, qu'il soit littoral ou urbain, parce qu'on reste encore sur des méthodes, je dirais, de développement qui sont trop sectorielles et qui ne sont pas co-construites, comme je le disais tout à l'heure. Chez RTE, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, vous avez aussi le souci de ce que vous transportez comme type d'électricité. Aujourd'hui, l'électricité renouvelable représente à peu près 17%, c'est ça, de l'électricité consommée? C'est un petit peu plus, c'est un peu plus de 19%. J'ai repris les chiffres de l'ADEME. Alors, 19%, c'est sur les 6 premiers mois de l'année 2015. Mais ce qu'il faut, pour 2013. Voilà, ce qu'il faut avoir pour point de repère, c'est qu'aujourd'hui, l'État français s'est engagé à passer à 32% en 2030 sur la base d'énergie renouvelable, qu'elle soit énergie hydraulique, éolien terrestre ou photovoltaïque ou biomasse. Et aujourd'hui, notre enjeu... On parle pas de nucléaire, on est bien... Du tout. Notre enjeu est bien de raccorder et de permettre à ces énergies renouvelables d'être insérées dans le système électrique dans le bon timing. Et donc pour nous, c'est un enjeu réel. Et c'est bien parti. Vous pensez qu'on va y arriver à ce il faut que le rythme d'installation par an tienne le bon rythme. L'année dernière, on a installé en tout 1000 mégawatts, par exemple, d'éolien terrestre. C'est vrai que c'est un rythme qu'il faut tenir. Il faut que l'acceptabilité soit au rendez-vous, l'acceptabilité des populations. Il faut que les territoires puissent intégrer ces nouvelles énergies avec des challenges qui sont extraordinaires. Dans la région ouest, on a le challenge, vous en parliez tout à l'heure, avec le Technocampus Océan, avec les énergies marines renouvelables. On est en charge du raccordement des parcs éoliens offshore. Ce sont des gros projets, mais des projets à enjeu et qui sont source d'espoir pour l'avenir sur ces enjeux-là. Juste d'un mot, je vais finir cette première partie avec vous, Yves Gillet, sur la responsabilité des villes
en matière de réchauffement climatique. On le sait, selon l'ONU, les villes sont aujourd'hui responsables de plus de 70% des gaz à effet de serre. Et il y a encore du boulot à ce niveau-là pour faire que ces villes soient plus sobres en matière de consommation énergétique. C'est votre travail aussi. Oui, tout à fait. Donc, les démarches sont déjà lancées. Je dirais depuis l'agenda 21, depuis les plans climat, on s'est préoccupé de la ville durable. Par contre, aujourd'hui, on approche de nouveaux concepts avec la ville intelligente, donc mettre en place les technologies de l'information et des communications pour mieux gérer les réseaux, optimiser les effets de pointe, comme on le disait tout à l'heure, mieux maîtriser les flux, réduire les pertes, ou également le consommateur devient parfois un producteur de données. On parlait de l'international tout à l'heure. On est en train de faire une expérimentation aujourd'hui au Sénégal. On va utiliser les smartphones pour mieux gérer la mobilité à Dakar notamment. Donc c'est encore à titre expérimental, mais c'est quand même des choses intéressantes. On a un deuxième concept, effectivement, la ville frugale. Donc comment moins consommer. Donc c'est toute la démarche autour des écoquartiers notamment qui est lancée. C'est aussi la ville décarbonée. Donc comment on utilise moins l'énergie fossile, mais plus les énergies renouvelables, l'utilisation des réseaux de chaleur, etc. Effectivement, à suivre dans les années à venir. Exactement. Merci à tous nos invités de cette première partie d'avoir accepté notre invitation. Voilà, on a parlé de changement. On va se demander maintenant si ce changement climatique offre aussi des opportunités de croissance. C'est ce qu'on va découvrir dans notre deuxième partie avec des entreprises qui réorientent leur stratégie, inventent de nouveaux produits, choisissent des marchés plus durables, bref, s'inscrivent totalement dans la transition énergétique. Exemple à Saint-Nazaire, où on bichonne littéralement les microalgues qui pourraient devenir le carburant de demain. Les microalgues ne sont pas du genre à buller. Alimentation, cosmétique, dépollution, BTP ou biocarburant, leurs domaines d'application sont prometteurs. Mais pour faire naître une véritable filière, il faut trouver le moyen de produire ces micro-organismes à grande échelle. C'est l'une des missions de la plateforme AlgoSolis à Saint-Nazaire. C'est une plateforme de recherche publique, de recherche et développement, alors très appliquée parce qu'on a une échelle pré-industrielle, on est réellement l'étape avant d'en faire une industrie, un marché. Une usine de microalgues, ça sera plusieurs centaines, milliers de mètres carrés à terme. On est loin de ça ici. On fait à peu près 3000 mètres carrés sur la plateforme AlgoSolis. Mais à ce stade-là où on en est, c'est suffisant pour démontrer que c'est viable, en tout cas obtenir toutes les données nécessaires à la fois sur la technologie et sur les rendements de production pour montrer que derrière, il y a un avenir ou pas sur une filière donnée. Inaugurée il y a 4 mois seulement, la plateforme n'est pas totalement opérationnelle et toutes les machines ne sont pas installées. Mais la petite usine a déjà lancé ses premiers projets de recherche, en particulier sur le biocarburant. Ce sont des microalgues récoltées, donc on a concentré, alors elles sont congelées, elles sont sous forme congelée pour les conserver. Et ça représente à peu près ce qu'on a produit ce dernier mois. Et une partie de cette biomasse va servir en fait à faire des essais biocarburants, les premiers essais sur la plateforme sur les biocarburants. C'est dans le cadre du programme Diesalg, qui est un programme de collaboration donc, entre plusieurs laboratoires. Il y a une partie de cette biomasse qui part à Grenoble. La deuxième partie reste ici sur Saint-Nazaire et on va travailler, nous, à un autre type de procédé qu'on a développé, qu'on appelle l'extraction en voie humide, qui permet en fait de récupérer les huiles contenues dans cette biomasse pour en faire directement du biodiesel derrière. AlgoSolis espère convaincre des industriels de s'associer à ces travaux. Fin octobre, un colloque spécial microalgues était organisé à Saint-Nazaire. Sur 2 jours, il affichait complet. Parmi les entreprises présentes, de grands groupes internationaux, Total, Airbus, Veolia ou encore Engie. Le marché mondial des microalgues est évalué à plus de 5 milliards d'euros. Voilà pour ce marché prometteur des microalgues à Saint-Nazaire. Retour sur le plateau de Tout Éco avec nos nouveaux invités. Nous ont rejoint Patrick Pirat, vous êtes expert industriel chez le chantier naval STX France, à Saint-Nazaire bien sûr. Laurent Rosset, vous êtes le président du cluster BTP Novabult en Pays de la Loire, 250 adhérents, 250 entreprises qui échangent, réfléchissent à la mutation du secteur vers l'éco
construction. François Barraud, vous êtes responsable marketing et développement au sein du groupe Armor, le spécialiste des consommables pour l'impression. Vous travaillez notamment sur un nouveau produit, un film photovoltaïque que vous allez commercialiser à partir de l'année prochaine. Enfin, Philippe Vincent, vous êtes ingénieur à l'ADEME, Pays de la Loire, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous accompagnez les entreprises dans leur transition énergétique. Je commence avec vous, François Barraud. Le groupe Armor a plus de 90 ans. À l'origine, vous étiez spécialiste du papier carbone. Il y a eu le ruban à transfert thermique pour l'impression sur les emballages ou les étiquettes à code barre. Il y a eu les cartouches d'encre à jet d'encre ou laser. Et voilà que vous vous intéressez au photovoltaïque. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a conduit comme ça à changer un petit peu votre fusil d'épaule et à vous orienter vers cette nouvelle technologie ? Alors Armor existe depuis 1922 et nous, on a connu une deuxième révolution industrielle dans les années 90 en basculant notre activité de la bureautique informatique vers l'industriel à travers le transfert thermique. Cette technologie aujourd'hui est largement utilisée dans le monde, sauf qu'elle a près de 30 ans. Et donc c'est une technologie assez mature et l'enjeu pour nous, c'était de pérenniser un savoir-faire qu'on a su développer depuis une trentaine d'années. Et cette question, elle s'est posée, c'est vers quel marché réutiliser notre savoir-faire. Et la question qui s'est posée, et aussi, c'est pour quelle utilité. Et on s'est penché dans le domaine de l'énergie, et on a trouvé une technologie, sur certains aspects, était très très proche de notre savoir-faire industriel, le transfert thermique. Notamment le photovoltaïque. Et le photovoltaïque organique. Vous avez peut-être un film voilà, avec vous, donc là, voilà. Je vous ai présenté ici un film, voilà, qui est... Donc nous sommes des encriers, on va dire, nous fabriquons des encres. Eh bien, l'idée était, au lieu de concevoir une encre pour imprimer, c'est d'imprimer une encre qui fabrique de l'électricité lorsqu'elle est exposée au soleil. Donc avec des savoir-faire très très proches de ce qu'on sait faire aujourd'hui en transfert thermique. Et vous voulez en faire quoi ? Pas des cartouches d'encre en tout Alors cas. Pas des cartouches forcément, c'est d'être un acteur de la transition énergétique avec aussi des ambitions différentes, puisque d'autres enjeux n'est pas aujourd'hui de produire de l'énergie, mais de concevoir des produits qui vont être autonomes. Par exemple Alors le premier, par exemple, on s'est penché à la problématique de l'Afrique. Comment apporter des solutions à ce continent ? Et la première problématique, c'est l'accès à la lumière et l'accès aussi à l'énergie pour charger les téléphones. Parce que dans les villages, aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans les villages et ils n'ont pas l'accès à l'électricité. Et l'idée, c'était de développer une lampe qui a la propriété, au lieu d'avoir un panneau photovoltaïque séparé, une lampe, c'est une lampe qui intègre directement le film photovoltaïque à l'intérieur, comme un store. On vient enrouler et dérouler le film photovoltaïque à l'intérieur d'une lampe. Et cette technologie n'utilise pas des métaux rares qui pourraient arriver à épuisement ou Alors là aussi, c'était un engagement de notre direction, puisque en mettant le développement durable au sein de notre stratégie, l'enjeu était aussi de démontrer qu'on pouvait proposer une technologie qui n'utilise ni métaux rares, ni métaux cancérigènes ou toxiques. Donc c'est à base de quoi alors ? Eh bien, ce sont des polymères. Ce sont des polymères photoactifs. Donc tout est issu de la chimie du pétrole, à vrai dire. Alors, du coup, c'est les énergies fossiles. Du coup, on vient. Oui, mais dans des quantités bien moindres que ce qu'on utilise, puisqu'on utilise des nanomètres. Vous voyez, des quantités. Donc, on dépose quelques centaines de nanomètres sur un film polyester et qui ont quand même, par rapport à ce qu'on peut utiliser dans d'autres domaines, dans des quantités vraiment bien inférieures. Alors, je le disais, vous allez commercialiser à partir de l'année prochaine. L'année prochaine, oui, une première génération qui va arriver. C'est un pari quand même, un risque. Vous avez investi combien ? 20 millions plus encore quelques millions, parce qu'on les a annoncés il y a quelques jours. Voilà, 20 millions dans un développement industriel. Et vous pensez que ça, si vous prenez le risque, vous y croyez bien sûr, alors, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit un risque, puisque aujourd'hui le besoin, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on voit bien que il n'y a même pas assez d'énergie aujourd'hui renouvelable pour pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. Et l'idée, c'est d'apporter vraiment des solutions complémentaires à ce qui existe, surtout des objets autonomes. Patrick Perrin, vous aussi, vous êtes engagé. Alors, c'est une technologie de rupture, quasiment. Vous vous êtes engagé dans une diversification un peu étonnante dans un chantier naval, STX, je rappelle, ce sont les paquebots de croisière avant tout. Et là, vous vous êtes lancé depuis quelques années dans les énergies marines renouvelables. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une histoire assez extraordinaire et que l'on peut noter, c'est il y a 5-6 ans, ça faisait un certain temps qu'on se posait la question, on cherchait une diversification pour amortir les cycles presque infernales et très durs à supporter dans la construction navale. C'est en gros, on a un bateau à faire ou on n'a rien.
Et c'est un peu dur à digérer du point de vue du chantier, de sa charge et de l'amortissement de ses investissements. On était sollicité par les développeurs de parcs éoliens en mer qui sont venus nous voir. Et puis on s'est posé la question, on s'est dit tiens, c'est des grandes structures métalliques. C'est des choses qui nous intéressent, c'est des grands volumes d'acier, c'est des choses qui nous intéressent. Là, on voit en image l'usine que vous avez construite sur le site des chantiers, effectivement, qui a été inaugurée l'été dernier, où vous construisez les éléments pour les énergies marines renouvelables. Ces fondations, là, on voit en jaune une fondation de jaquette. C'est une sous-station électrique. Une sous-station électrique. Et puis les fondations jaquettes également que vous faites sur les chantiers. Qu'on voudrait faire encore plus, oui. Parce que là, vous avez lancé des appels, vous avez répondu à des appels d'offres. Vous avez remporté un certain nombre de contrats, deux contrats, c'est ça, pour des sous-stations électriques. Ça veut dire qu'il y avait un marché, vous l'avez un petit peu découvert. On l'a identifié. Vous l'avez identifié, vous y êtes allé. On s'est challengé, c'est-à-dire qu'on a voulu apporter un regard différent. On va dire que tout ce qui existait en structure, ce qu'on voyait en Europe du Nord, venait plutôt du monde de l'offshore, plutôt très robuste. Et là, on a amené l'œil du constructeur de navires, qui est spécialiste de l'allègement. Et on s'est dit, là, il y a une forte aubaine de pouvoir apporter de la valeur sur ces produits-là, se différencier, et donc être un acteur très actif sur ce marché en amenant de l'innovation. Est-ce que l'élément climatique est intervenu dans cet engagement ou bien ça vient effectivement en second, quoi. Non, c'est encore mieux. On va dire que c'est encore mieux quand vous faites l'analyse stratégique et que vous vous rendez compte que vous êtes inscrit complètement dans la démarche globale du développement durable et de la transition énergétique. Vous y allez encore plus favorablement. Donc vous hésitez moins à investir et en plus on va vous aider plus facilement. En particulier l'ADEME ou d'autres structures vont nous aider encore plus facilement sur ce type de marché. Vous confirmez, Philippe Vincent? Je confirme, il vous aider. Vous aidez effectivement, vous accompagnez les entreprises qui s'engagent, qui se lancent comme ça dans la transition énergétique ou qui décident d'aller sur des marchés effectivement nouveaux pour elles, comme STX par exemple. Alors, il y a en fait, l'ADEME gère un grand programme qui est le programme des investissements d'avenir, sur lequel il y a un soutien de manière un peu qui peut être variable sur la mise en place de démonstrateurs, donc d'outils de rupture. Donc ces investissements d'avenir, c'est de l'argent, c'est des enveloppes de l'État en fait. C'est des enveloppes de l'État. Donc c'est des sommes assez importantes. Premier programme 2 milliards et quelques, voilà. Programme qui vient donc de 2015-2020, 1,1 milliard. Et ça intéresse les entreprises et les gros industriels. Plutôt les grosses opérations, mais il y a aussi des petites entreprises qui se sont mises sur ce genre de dossier. Donc ça permet aussi de dynamiser les choses, d'impulser un mouvement, une tendance. On pourrait poser des questions aux entreprises, mais enfin je pense que ça permet de débloquer les choses, non ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, on le disait tout à l'heure, et vous le redites à l'instant, si on parle du secteur de la construction, que je représente avec le cluster NovaBuild, on est à l'origine de 43% des consommations d'énergie. C'est plus que le transport, c'est plus que l'agriculture et l'industrie. Et on émet 33% des émissions de gaz à effet de serre. Donc au-delà même des enjeux que ça représente, même en tant que citoyen, tous les gens de notre filière, toutes les personnes se sentent totalement impliquées dans cette lutte contre le réchauffement climatique dont on sait... Vraiment oui, tout à fait. Alors, parce que là, on n'a pas le choix. C'est un cluster de BTP de 200, exemples très 250 concrets. Adhérents. Voilà, il y a plus que 250 il y a beaucoup plus entreprises que ça, BTP mais on a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas adhérentes parce qu'elles sont impliquées au quotidien dans leurs entreprises. Ouais. Mais toutes ont entrepris une démarche de limitation de 3 éléments très, très, très fondamentaux dans notre secteur. Premièrement, la consommation de matières premières. On est le plus grand secteur de consommation de matières premières, loin devant l'industrie, loin devant l'agriculture. On doit réduire la consommation de matières premières parce que ça a aussi un impact sur le réchauffement climatique. Notamment, beaucoup de ces matières sont importées. On doit aussi recycler plus. Ça, c'est un véritable enjeu aussi, de réutiliser la matière. Beaucoup de sous-produits d'autres industries ou de notre propre secteur peut servir à construire demain. Et aussi, on l'a dit tout à l'heure, il faut apprendre à limiter la consommation d'énergie et surtout, on va avoir une vraie transition, un vrai changement de paradigme. Nos bâtiments vont devenir, ils sont en train de le devenir, BEPOS,
à énergie positive. Énergie positive. Il À y a un la fois- objectif très clair, c'est en 2020, tous les nouveaux bâtiments Voilà. tertiaires ou résidentiels devront être à énergie positive. Tout à C'est fait. bien Alors, ça? c'est inscrit dans la loi Ouais. en France. Hein. On ne sait pas si à la COP21 on aura des accords internationaux, mais en France, on a 3 engagements forts. Il y en a un premier, c'est de réduire de 40% à l'horizon 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Il y en a un autre qui est de limiter la consommation d'énergie de 30%. Mais ça fait beaucoup d'objectifs à atteindre. Ça fait beaucoup d'objectifs. Ouais, est-ce que quand on est entrepreneur, voilà, qu'on a, je sais pas, 50, 100 salariés, est-ce qu'on... Eh ben, je vais vous donner des même un exemples peu- très concrets. voilà, Des exemples très concrets. Est-ce qu'on peut répondre à tous ces objectifs Tout en à même fait. temps, quoi? Les bâtiments, aujourd'hui, dans notre parc de bâtiments, on a 30 millions d'unités. Il y en a 20 millions qui sont encore des passoires énergétiques. Elles consomment 800 kWh équivalent pétrole par mètre carré par an. 800. On sait construire aujourd'hui des bâtiments à énergie positive qui consomment zéro. Mieux que ça, on sait aujourd'hui construire des écoquartiers. Le quartier de la Fleurier, qui commence en travaux en 2016, lancé par la CELA, soutenu par la région, c'est 300 maisons ou logements semi-collectifs qui vont à la fois être passifs à hausse, à énergie positive, et mieux que ça, il va y avoir un terrain de 6000 m² en photovoltaïque, et l'énergie produite à côté du lotissement va rendre cet écoquartier totalement autonome en énergie. Là, on est dans la transition énergétique. On est vraiment dans un changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'énergie arrive plutôt des réseaux, dont on sait qu'il faut réduire, c'est un engagement politique aussi, la part du nucléaire. On veut faire plus, de passer de 18 à 32% d'énergie renouvelable dans notre pays. Ça se fait à la fois dans des centrales de production d'énergie renouvelable, ça se fait aussi en local, sur les bâtiments qui deviennent producteurs d'énergie et ces et écoquartiers ne stockeurs sont pas d'énergie. des exceptions qui confirment la règle, finalement, Non. des autres passoires à énergie dont vous parliez. Absolument pas. Vous savez qu'aujourd'hui, la production d'énergie électrique, on a plus d'augmentation en proportion de production par énergie renouvelable que tout autre secteur. C'est 60% de la part d'augmentation de la production d'énergie en France. C'est le secteur qui se développe le plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les panneaux photovoltaïques ont baissé. Il y a eu une baisse importante du prix d'achat de ces panneaux. Et aujourd'hui, on sait de mieux en mieux stocker. Vous savez que l'énergie renouvelable, elle a un petit défaut. Elle est renouvelable, mais elle est intermittente. Pour réussir le changement, la transition énergétique, il va falloir aussi stocker cette énergie. Et là aussi, en Pays de la Loire, on a notamment des vraies transitions qui sont en cours, des vraies évolutions, des innovations, à la fois sur la filière hydrogène, à la fois sur d'autres filières moins connues, les batteries, et aussi probablement l'air comprimé. Donc de nouvelles filières, de nouveaux marchés, c'est ça aussi que vous visez. Chez Armor, chez STX, c'est un potentiel de croissance important. Mais ce n'est pas simplement sur les nouveaux marchés, c'est aussi sur les marchés existants. Il faut savoir qu'on a fait des progrès énormes sur les paquebots en termes de consommation d'énergie. Les nouvelles générations qu'on propose consomment 20% de moins globalement d'énergie que la génération précédente. Donc c'est toute l'entreprise qui est en marche, c'est toute l'ingénierie. Et on veut l'apporter sur... à chaque fois qu'on identifie un marché où dans le domaine on peut apporter de la valeur, on va essayer de se challenger et d'aller se positionner sur ce marché. Au-delà des nouveaux marchés, l'expérimentation qu'on a menée, par exemple, avec l'école de design de Nantes, a aussi ouvert des nouveaux champs d'application. On parlait aussi de chercher à réduire l'énergie, mais aussi le comportement est important. C'est-à-dire qu'on a démontré avec, par exemple, les produits qu'on a imaginés avec les designers, c'est qu'on pouvait impacter le comportement de l'usager. Et pour un exemple, on a imaginé une borne solaire, par exemple pour l'éclairage public, qu'on pouvait plugger directement sur un lampadaire à partir de minuit à 5 heures du matin. L'idée, c'est pas forcément c'est d'éclairer différemment lorsqu'il n'y a pas forcément grand monde dans les rues. Et je pense qu'il faut aussi être conscient qu'il faut changer. C'est-à-dire que nous-mêmes, pour pouvoir répondre à ce défi qui est devant nous, on parlait de 2,5 tout à l'heure ou de 3 degrés d'ici 2100, je pense que l'énergie qu'on a en nous pour changer peut être aussi impactante que l'énergie qu'on peut produire. À l'ADEME, je l'ai dit, vous accompagnez les entreprises. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une prise de conscience générale des entrepreneurs sur ces sujets-là ? Oui, la prise de conscience, elle est très nette. Alors, elle est nette, d'une part, effectivement, en essayant de proposer des solutions qui consomment moins, ou qui vont émettre moins ou être moins consommatrices d'énergie, et aussi pour consommer moins, pour produire autant, aller vers de l'efficacité en termes de production. On a dans les entreprises qui se présentent aujourd'hui, enfin, qui sont des entreprises relativement nouvelles. Je pense à des entreprises comme Qualitaire et EasyVert qui travaillent sur l'électronique et qui vont travailler sur
l'éco-conception logicielle, c'est-à-dire faire des logiciels qui consomment moins. Il faut savoir que là aussi, dans les progressions en termes de consommation, c'est énorme en termes de logiciels. Donc travailler sur le logiciel qui consomme moins, travailler sur l'arrêt des machines lorsqu'elles ne sont pas utilisées, travailler sur l'arrêt, par exemple, des téléphones qui sont tous allumés dans nos bureaux en ce moment, et donc travailler sur l'arrêt des téléphones la nuit, etc. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui permettent de réduire les consommations sur cet axe-là, sur plein d'autres axes aussi. Oui. Et là-dessus, il y a des entrepreneurs prêts à s'investir et à se lancer sur ces nouveaux marchés. Je les ai cités, là. Oui, tout à fait. Alors complètement, on a cité l'énergie, mais on va citer aussi, dans le secteur du bâtiment, les matériaux, puisqu'on sait aussi que c'est un sujet fondamental. Il y a des innovations très concrètes aujourd'hui vers l'éco-construction, ce qu'on appelle. Déjà, le grand public est intéressé aux matériaux variés. Et on a, je vous cite 2 exemples, un projet qui est lancé à Nantes ces jours-ci pour construire, figurez-vous, un bâtiment de 11 étages en bois. 11 étages en bois. On sent que là, on est aussi dans c'est à Nantes. Mais où à Nantes? C'est sur l'île de Nantes. D'accord, sur l'île de Nantes. Voilà, c'est lancé par Nantes Habitat. C'est un concours qui est en cours. 11 étages en bois, c'était quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 5 ans. L'ensemble des acteurs de la filière, le grand public est attentif à cela parce qu'on sait, c'est aussi en changeant nos modes constructifs. Un autre exemple, des PME, des TPE qui sont aussi lancés dans cette démarche. Je vous cite un exemple, un adhérent, Bonnel par exemple, à Novabuild, qui a inventé un mur composite en pierre avec un isolant intégré et un autre parement en pierre. Une façon de construire avec une matière première qui est dans un cycle tout à fait intéressant, puisque ce sont des carrières qui sont inexploitées aujourd'hui. Voilà, des applications très concrètes jusqu'au TPE qui s'engagent pour des nouveaux matériaux constructifs au-delà des problèmes énergétiques dont j'ai évoqué tout à l'heure. Le mouvement est lancé, on l'a compris. Du côté de Saint-Nazaire, c'est important aussi que STX n'y aille pas seul et qu'il soit suivi par tout l'écosystème des industriels du bassin nazérien. Oui, Saint-Nazaire, tout du moins, le chantier naval qui est en train de se transformer en site industriel maritime a pour habitude de travailler avec ses partenaires locaux. Il en a besoin, il y a beaucoup de savoir-faire qui sont chez nos partenaires. Et d'une manière très... Quand on prend beaucoup de recul par rapport à tout ça et quand on regarde la mer et le potentiel de l'océan, on voit bien, on parle beaucoup aujourd'hui de développement de l'économie de la mer. Il est clair que si vous êtes au bord de l'Atlantique, que vous êtes dans un estuaire avec un bon port de base pour travailler, tout cet estuaire devient très stratégique pour ce développement vis-à-vis de l'économie de la mer. Et c'est sans doute en dizaines de milliers d'emplois le potentiel de cet estuaire à l'horizon de 20, 30, 40 ans. Merci beaucoup, Monsieur Pierrat, pour ce mot de conclusion, parce qu'on arrive à la conclusion de notre émission. Et oui, ça passe trop vite, décidément. J'avais une petite conclusion quand même, une note positive. Mais malheureusement, oui, non, il faut qu'on écoute notre grand témoin, Romaric Perrochot, directeur du Jardin des Plantes à Nantes. Oui, puisqu'il a suivi tous nos échanges, tous nos débats. Vous êtes, Romaric, à la tête d'un lieu, le Jardin des Plantes, qui est... de fait, au long des saisons, en constante évolution, l'observation du climat, c'est votre quotidien. Est-ce que vous avez entendu dans nos échanges des choses qui faisaient écho justement à ce que vous faites, vous, au sein du Jardin des Plantes ? Oui, évidemment, un certain nombre de choses. Au début, avec la météo, alors je pourrais donner quelques réponses, mais quelques angles autour des plantes. Effectivement, les plantes vont germer plutôt tous les ans, environ d'une semaine depuis une cinquantaine d'années. Les plantes, on observe qu'elles se sont décalées de 200 km vers le nord avec le degré qu'il y a eu de température supplémentaire et qu'elles ont monté de 150 mètres. Tout à l'heure, on disait que ça peut être des bonnes nouvelles, mais en même temps, il y a des plantes, elles ont besoin, par exemple, d'avoir moins 10 pour germer pendant l'hiver. Donc, si elles n'ont plus leur moins 10, elles ne germent plus. Il y a des fruits. C'est ce que vous observez dès maintenant. On l'observe dès maintenant. On l'observe dès maintenant. Il y a des plantes qui se mettent pas à fruits parce que là, il faut que la fleur ait subi telle température. C'est plus complexe que quand il fait plus chaud, c'est plus favorable pour les plantes parce que ça contente d'avoir chaud. Et on constate que c'est marrant, les plantes se déplacent à la même vitesse que les animaux avec la température. Souvent, les gens pensent que les plantes sont immobiles. Et puis aussi tout ce qui est espèces rares, qui est un petit peu gêné, parce que souvent, ce sont des restes des dernières glaciations dans les tourbières. Et du coup, quand il fait trop chaud, ces plantes, elles ne peuvent pas se déplacer, puisqu'il n'y a pas assez de tourbières qui se toucheraient. Et les espèces qu'on va dire envahissantes, c'est-à-dire ubiquues, celles qui peuvent aller partout, pour les animaux, ce seraient les pigeons, on va dire. Forcément, c'est plutôt elles qui vont tout envahir, qui vont être très fréquentes par rapport aux autres. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a des questions de synchronisation aussi. Par exemple, les chauves-souris, si on pense à elles, ce sont les seuls animaux qui pollinisent les cactus au Mexique, donc dans tout le désert du Mexique. Et au moment où elles font leur grande traversée du Mexique, elles passent 2 nuits dans l'année. Et c'est juste au moment où les fleurs de cactus s'ouvrent. Et c'est comme ça qu'elles pollinisent tous les cactus du Mexique quand même. Donc, s'il y a un décalage parce qu'elles ont décidé de partir une semaine plus tôt, s'il faisait plus chaud, ça peut causer des vrais problèmes.
Ça, c'est le côté plante. Oui, et le deuxième côté? Ah, il y en a deux autres. Tu m'avais dit 5 minutes, Yannick. Sur le côté économique, je me suis rappelé, parce que j'ai fait de l'économique en seconde. Alors, je m'excuse, j'ai des lointains souvenirs. Je sais qu'il faut parler local. Alors, j'aurais pu parler du fondateur de Béguincet, puisqu'il avait lancé la première usine à partir des betteraves à sucre. Mais j'ai parlé de son frère, Monsieur Say, qui est un des grands fondateurs, un des grands théoriciens de l'économie, et qui avait dit « Les réserves naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement ». Donc on voit qu'il y a des paradigmes effectivement qui changent en cours de route, et on l'a entendu tout à l'heure, effectivement, des vérités d'avant sur lesquelles on base encore des choses ne sont plus vraies. Et puis sinon, 5 mots que j'ai entendus. J'ai entendu parler de A, aérodynamisme, d'air, changer d'air, on parle d'anthropocène, de B, POS, d'énergie et un peu Eureka avec toutes ces solutions. Et si on les fait ensemble, ça fait A, R, B, R, E. Et on a l'arbre qui fait un immeuble de 150 mètres de haut, pour certains, qui est le seul être vivant sur Terre avec les autres plantes à dépolluer l'air, puisque lui, tout le carbone de l'air, il le prend pour en faire de la matière, qui arrive à stocker de l'énergie, puisque tout le charbon et le pétrole qu'on utilise, ce sont des arbres ou des plantes qui ont été écrasés, en gros. Et puis, en termes de durabilité, à l'époque où on a le transhumanisme qui nous dit qu'on va se sauver un petit peu, on va être immortel, mais que mes disquettes 3 pouces et demi que j'avais il y a 15 ans, je ne peux plus les lire. Il y a un arbre qui, aux États-Unis, s'était couché il y a 80 000 ans, et il a donné des petits, et 78 000 ans plus tard, il a entendu parler de Jésus, tiens, il avait, voilà, et 2000 ans encore plus tard, lui, il est toujours là. Ça fait 80 000 ans qu'il est tombé, il couvre 40 hectares, il y a 40 000 pieds, c'est des dizaines de milliers de mètres cubes de bois, et il a 80 000 ans. Donc entre toujours les nouvelles technologies, toujours à chercher plus pointu, plus complexe, de temps en temps, calmons-nous, mettons-nous au pied d'un arbre. Je sais, c'est pas facile avec 5 minutes, mais après je vais me calmer, on se met au pied d'un arbre, et on regarde ce qu'il est capable de faire, et on peut en tirer quelques enseignements. Merci beaucoup, Romaric, pour cette magnifique conclusion. Effectivement, peut-être revenons à un peu plus de simplicité. Merci en tout cas à tous nos invités d'avoir participé à ce nouveau numéro de Tout Éco qui arrive à sa fin. Tout Éco en partenariat avec Audencia qui nous a une fois de plus accueillis dans ses locaux. Merci à toute l'équipe en régie, Hélène, Cécile, Bertrand, Nicolas, Glenn, et sur le plateau, merci à Dany, Khadija et Stéphane. Tout Éco, c'est à retrouver sur notre antenne, bien sûr, sur notre site telenantes.com et sur nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter, le mois prochain. Nous parlerons de quoi ? Nous parlerons des réseaux, comment et pourquoi les chefs d'entreprise éprouvent-ils le besoin de se rencontrer. Il n'y a peut-être pas que la carte de visite dans la vie. Nous serons pour l'occasion au Salon des entrepreneurs et ce sera le 25 novembre. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télé Nantes. Tout Éco vous a été présenté par le Greta Loire-Atlantique, organisme de formation pour adultes.